Business, Intégral Bourse, 15h-18h, la bourse en temps réel. Les émergents, et quand on parle des émergents, évidemment, toutes les questions qu'on se pose sur la Chine, tous les regards sont tournés vers la Chine. Aujourd'hui, on va en parler avec Bruno Vanier, président de GMO Assets. Bonjour Bruno. Bon, vous allez avoir un rôle pédagogique, vous suivez ces marchés émergents, vous investissez en action dans ces marchés émergents. Voilà, la Chine qui suscite tous les doutes possibles aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on veut tout mettre sur le dos de la Chine parce que ça nous arrange, parce que c'est plus simple, parce que c'est loin, parce qu'on n'y comprend rien? Voilà, quand on suit ces pays-là, et celui-là en particulier depuis longtemps comme vous le faites, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il faut essayer d'équilibrer un petit peu les choses, nuancer le regard très noir que le marché peut porter aujourd'hui sur la Chine là? Alors évidemment, il faut nuancer ce regard radicalement négatif quand même aujourd'hui sur la Chine. Néanmoins, n'oublions pas que le marché chinois sur 18 mois est un des meilleurs marchés mondiaux, et que la hausse très forte jusqu'au mois de mai dernier a été suivie certes d'une baisse non moins spectaculaire, mais quand même depuis 18 mois le marché est plutôt à la hausse, y compris la devise. Donc les ajustements qu'on a constatés au mois d'août qui font peur à peu près à tout le monde. Est-ce que la Chine va dévaluer? Elle a élargi la bande de fluctuation de la devise, et ça s'est traduit par une baisse de la devise. Donc on s'est dit, s'ils élargissent encore plus, la devise pourrait baisser. On a mal interprété ce changement de fixation du taux de change du yuan. J'ai envie de dire, peu importe. C'est vrai qu'on la presse internationale a parlé d'évaluation. Techniquement, on peut pas. On attend toujours les 20% de baisse sur le yuan. Enfin, je veux dire, à ce stade, il s'est rien passé. La devise s'est ajustée, on va dire, de un peu moins de 2%. 2% de variation sur l'euro-dollar, ça arrive à peu près toutes les semaines. Donc c'est pas quelque chose en soi d'exceptionnel. Néanmoins, ce qu'on peut se dire, c'est si la Chine, elle va vers cet objectif de libéraliser complètement le taux de change pour en faire une devise complètement convertible. Encore une fois, c'est son but ultime. Pourquoi? Parce que la Chine veut développer un marché obligataire international, quoi. Le marché obligataire chinois est déjà massif, important, mais il est surtout local. Quoi. Pour faire de ce marché un grand marché que les Américains, les Européens vont acheter comme ils achètent aujourd'hui le marché américain ou les marchés européens dans les obligations, il faut bien évidemment que la devise soit convertible. Elle veut libéraliser sa devise, certes. Est-ce qu'elle veut pour autant un yuan faible? Non, pas spécialement. La Chine a un modèle. Je veux dire, le modèle, c'est le modèle allemand, c'est le modèle du Deutschmark. C'est un modèle d'exportation. La Chine a magnifiquement réussi dans sa politique exportatrice, à l'image de l'Allemagne, avec un sujet constant d'augmenter la valeur ajoutée de ses exportations, et pour ça, avoir une devise forte, c'est tout à fait normal. Ça, c'est pour la partie marché financière. Sur l'économie, est-ce que les marchés mondiaux ont surestimé la capacité de la Chine à gérer le ralentissement de son économie, le changement de modèle? Bref, on ne va pas refaire l'histoire, on l'a déjà expliqué 25 fois. Ou est-ce qu'aujourd'hui, on a raison de s'inquiéter parce que, effectivement, on était peut-être un peu trop serein sur la capacité de la Chine à gérer son économie là? Disons que le changement de modèle est toujours présent. C'est la tendance forte des dernières années et des prochaines années, c'est-à-dire que l'investissement doit avoir une contribution moins importante au PIB, et la consommation doit avoir une contribution plus importante. Cet ajustement-là est vraiment très loin d'être terminé. Mais on en parlait depuis des années. Est-ce que le marché l'avait intégré ou pas? Cette transition, elle est intégrée parce que d'une part, elle n'est pas forcément négative, en l'occurrence, elle est plutôt même positive, j'ai envie de dire. Elle donne un vrai prix au capital, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors c'est plutôt le rythme qui fait peur à certains moments. Si l'investissement ralentit trop fortement, voire passe en récession, clairement ça fait peur à tout le monde, et ça fait surtout peur à des pays qui produisent beaucoup de matières premières et qui ont vu le prix de leurs matières premières baisser considérablement parce que la Chine en a moins besoin, tout simplement. Comment, alors je le rappelle, vous investissez uniquement dans les actions des pays émergents, c'est votre mission, j'ai envie de dire, voilà, auprès de vos clients. Bruno, évidemment, aujourd'hui vous faites partie un peu des contrats, en tout cas c'est pas des zones qui sont en odeur de sainteté. Comment on fait justement là? Enfin, par quel bout prendre les choses quand on veut mettre quand même un peu d'argent dans ces zones émergentes qui sont malgré tout encore quand même l'avenir? Aujourd'hui ça va pas, mais bon, elles se remettront, on imagine, de cette crise-là. Par quel bout on prend les choses? Est-ce qu'il faut rester dans les grandes zones, ce qu'on appelle les BRICS? Est-ce qu'il faut surtout pas, au contraire, être dans ces BRICS? Est-ce qu'il faut être contrariant, aller chercher des pays matières premières aujourd'hui? Surtout pas aller plutôt vers les pays de consommation? Enfin, par quel bout on prend les choses là? Pour le moment,
on a envie de dire vraiment restons dans les zones de consommation plutôt, hein, de matières premières plutôt que d'exportation. Donc on recommande absolument pas et on ne fait pas dans nos portefeuilles de grands changements vers les pays producteurs, lesquels effectivement ont beaucoup sous-performé. Hein. Évidemment, les titres de producteurs d'acier, de minerais de fer, de pétrole, même dans l'énergie, ont beaucoup baissé. Ça paraît tentant d'y revenir. Je trouve que c'est trop tôt, parce que d'une part, il y a des changements qui sont certes cycliques. Et alors, si c'est un changement cyclique, il y a une baisse, on y va. Hein. Mais là, l'interrogation, c'est que c'est peut-être pas qu'un changement cyclique, c'est peut-être un changement vraiment structurel fort, quoi. Pas simplement lié au changement structurel qu'on observe tous les jours en Chine, mais aussi à de nouvelles technologies qui peuvent changer complètement la donne. Ma conclusion là-dessus, restons sur les pays qui sont où il y a une croissance visible. Choisissons des entreprises dans des domaines où la croissance est visible. De fait, ces sociétés-là, plutôt de très grande qualité, ont quand même été emportées dans la baisse de l'été, quoi. Elles ont baissé peut-être moins que les marchés, mais elles ont baissé. Aujourd'hui, elles sont à des niveaux de valorisation en gros autour de 15 fois. De mon expérience, en tout cas des 4 à 5 dernières années, il est rare d'acheter de très belles sociétés émergentes à ce prix. Donc peut-être que c'est le moment d'y aller. En tout cas, on n'en est pas loin. Ça titille pas mal d'investisseurs. Enfin, moi, je vois là des gérants globaux là qui viennent sur le plateau d'Intégral Bourse. Ils ont tous ça en tête. Alors peu sans doute sont encore passés peu le font aujourd'hui. Non, mais vous le sentez quand même là sur le salon de Patrimonia. On sent, il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de personnes viennent nous voir, nous demander à peu près ce qu'on pense d'émergents, même si je veux pas vous cacher la face, on est un peu biaisé bien évidemment, je vais pas être forcément noir sur les émergents. Je trouve qu'il y a beaucoup de stock picking à faire, que tout n'est surtout pas acheté. C'est pas forcément les BRICS versus les petits pays ou les petits pays versus les BRICS, c'est malheureusement plus compliqué que ça dans certains cas. Donc vraiment le stock picking est vraiment important. Mais c'est vrai que ça titille et les investisseurs globaux sont sortis quand même massivement. On a des sorties de plus de 55 milliards de dollars cette année, plus de 120 milliards depuis 3 ans sur les actions émergentes en général. Alors ça a surtout touché les indices, les fonds, les trackers et tout ça, ou les grands fonds. Heureusement, moins en ce qui nous concerne. Les fonds collectifs, oui. Mais clairement, il y a eu quand même de nombreuses sorties. J'ai envie de presque dire la majeure partie des investisseurs européens sont absents de la classe d'actifs. C'est même pas qu'ils sont sous-pondérés, c'est qu'ils en ont plus du tout. Quasiment absents. Merci beaucoup Bruno. Bruno Vanier, le président de Gemway Asset sur BFM Business. On va rentrer dans la dernière.